Je crois que ça y est, il va enfin dire ses premiers mots depuis le temps que j'attends ça. Tu veux dire papa? Papa? La prélogie Star Wars, c'est vraiment pour les enfants et les débiles. La menace fantôme, c'est une honte et Jar Jar Binks, c'est une insulte aux fans de la saga. De toute façon, moi, en tant que vrai fan, je peux dire que Star Wars, ça a arrêté d'être bien après l'Empire contre-attaque. Et alors, me parle même pas de Disney parce que là, vraiment... Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de mon amour pour Star Wars et plus précisément pour la prélogie de George Lucas. Fallait bien qu'on y arrive un jour. Parce que c'est bien mignon maintenant de chouiner sur la postlogie de Disney et les trop nombreuses séries Disney+, mais vous n'avez pas connu les quartiers nord des années 2000 vous. Tu sais pas ce qu'on a vécu là-bas. Tu sais rien des quartiers nord. T'as jamais foutu les pieds là-bas. Moi de mon temps, ma bonne dame, j'avais qu'une orange à Noël et un bout de bois, Jacques Chirac était président, on mettait du Viveldop fixation béton pour casser des immeubles et on dansait des slows sur du Camaro. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. La belle époque. Mais surtout, Star Wars, à l'époque, c'était déjà la guerre dans le fandom, majoritairement entre les gamins comme moi, à qui la prélogie était destinée et qui ont grandi avec, et les vieux de la vieille qui ont eu l'impression de subir une descente d'organes. What if the movie sucks? Alors perso, La menace fantôme, j'étais trop petit pour le voir en salle à sa sortie en 1999, mais ça a été mon premier Star Wars, lors d'une diffusion télé sur M6, quelques semaines avant la sortie de La Revanche des Sith, à une époque où j'enregistrais encore sur VHS mes découvertes ciné. Et ça a été le coup de foudre. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire, sous couvert de nostalgie, que la prélogie est parfaite et totalement incomprise. Mais il y a clairement eu une fracture avec La menace fantôme. Et même en l'ayant découvert des années après, je l'ai ressenti cette fracture. George Lucas était enfin de retour aux affaires 16 ans après le retour du Jedi, mais son côté créateur démiurge n'était plus vraiment perçu comme une bonne chose. Le réalisateur a rappelé que Star Wars était son bébé, quand bien même l'appartenance des fans envers la trilogie originale rendait la déception quasi inévitable. La différence majeure, c'est que personne n'attendait en 1977 un nouvel espoir. Et c'est en partie pour ça que le film a surpris à l'époque. Pour La menace fantôme, c'était différent. Tout le monde avait ses attentes. Et Lucas a sciemment choisi de s'en détourner, et c'est en partie pour ça que je défends le film. Alors ça n'enlève en rien les défauts les plus évidents du film, comme la rigidité de sa direction d'acteur, ses dialogues maladroits, Are you an angel? What? et bien sûr la place envahissante prise par Jar Jar Binks. Parce que oui, même gamin, il me cassait les couilles. Mais La menace fantôme, c'est pour moi l'un des films de la saga qui expérimente le plus autour de son potentiel. Un potentiel narratif, mythologique et bien sûr technologique. Et je pense qu'il y a une séquence qui synthétise ça de la meilleure des manières, la course de pod. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble après un petit message sur notre partenaire du jour. Et comme on parle de scènes cultes, j'apparais comme par magie pour vous parler d'un des meilleurs moyens de découvrir ou redécouvrir des films cultes, c'est Filmo, la plateforme de VOD dont nous sommes partenaires. Là, j'ai sauté sur l'occasion de venir vous en parler parce qu'il y a deux de mes films préférés dans le cadre d'un cycle sur Lars von Trier. Je parle de Dancer in the Dark et Dogville. Je les ai vus je ne sais pas combien de fois, mais ça fait partie de ces films que j'ai besoin de revoir régulièrement, tellement je les trouve fascinants et riches, et c'est ça aussi l'intérêt d'une plateforme de VOD comme Filmo. Nourrir et développer ses obsessions de cinéphile. Alors pourquoi ces deux films en particulier? Sortis en 2000, couronnés par la Palme d'Or et le prix d'interprétation pour Björk, Dancer in the Dark est à mes yeux un chef-d'œuvre, voilà c'est dit. Pour moi c'est une comédie musicale parfaite parce que déjà la musique est vraiment belle et originale et ça c'est pas toujours le cas. Et en plus cette idée d'un personnage qui transforme les bruits de la réalité en mélodie et fait dévier le film pour en transformer les couleurs, les bruitages et les ambiances, c'est d'une poésie inouïe. Et pour continuer dans le feel-good movie, on a Dogville, un film qui m'a légèrement obsédé quand j'étais adolescent. D'abord parce que je trouvais le dispositif de mise en scène fou. Un film entier avec Nicole Kidman mais sans vrai décor, seulement quelques accessoires et lignes tracées au sol. Et ensuite parce que j'aime ce qu'il raconte. L'absence de mur abolit toute notion d'intimité et permet de parfaitement raconter les horreurs de l'âme humaine dans une fable terrible qu'on peut suivre comme si on était une sorte de divinité qui a accès à toutes les informations.
Tout ça est à voir ou revoir sur Filmo, une plateforme de VOD qui fonctionne à l'abonnement ou à la carte, où vous pouvez voir ou revoir des exclusivités, des films cultes, des pépites venues des 4 coins du monde, ou encore des cycles comme celui sur Lars von Trier. Si vous ne me croyez pas, sachez que vous avez droit à 2 semaines d'essai gratuit, suivi d'un abonnement à 6,99 € par mois sans engagement, et si vraiment vous ne me croyez toujours pas, vous n'avez qu'à utiliser notre super code promo sur l'ardoise derrière moi pour avoir un mois gratuit supplémentaire. Les détails sont dans la description de la vidéo. Pour les défenseurs de la menace fantôme et pour ses détracteurs, la course de pod sur Tatooine est l'un des morceaux de bravoure de la prélogie. Pour certains, c'est l'un des moments les plus cultes de la saga, et pour d'autres, une simple parenthèse presque décorrélée du reste du film afin de vendre des jouets et des jeux vidéo. Mais quels jeux vidéo ? En tout cas, pendant 15 minutes, il n'est question que de sensations, celle de la vitesse et du danger. Mais au-delà du spectacle, c'est quelque chose qui définit George Lucas. Depuis sa jeunesse, il s'est passionné pour les voitures et la course automobile, au point d'ailleurs où il voulait devenir pilote professionnel. Enfin, du moins jusqu'à ce qu'un accident grave ait failli lui coûter la vie alors qu'il n'avait que 18 ans. Faut se dire qu'on est peut-être passé à une vertèbre brisée de ne jamais voir Star Wars. Ça fait réfléchir. Mais que vous preniez le final de son premier long métrage, THX 1138, ou tout le concept d'American Graffiti, le film qu'il fera juste avant le premier Star Wars, sa filmographie s'est reposée plus d'une fois sur ce rapport à la mécanique comme extension des sens humains. Donc c'est déjà tout un symbole pour lui que de mettre le jeune Anakin Skywalker dans un de ses pod racers, ou modules de course dans la langue de François Bayrou, mais on n'est pas des sauvages. Il ne s'agit pas seulement de créer une péripétie pour montrer qu'Anakin est bien l'élu, et qu'il va pouvoir acheter de cette manière sa liberté auprès de l'esclavagiste Watto. Il s'agit avant tout de traduire un fantasme de frénésie de la machine, par le regard d'un enfant. Métaphoriquement, l'enfant ciblé par le film est celui que Lucas est au fond toujours resté. Et par extension, cette frénésie, elle exprime aussi tout le potentiel de l'imaginaire permis par Star Wars. Comme souvent avec la saga, l'imagerie de son créateur repose sur le principe du mélange et du remix, afin d'en tirer quelque chose d'inédit. Avec ses designs de pods munis de réacteurs à l'avant, on pense au char de Ben-Hur, mais qu'on aurait couplé à la mise en scène d'un film comme Grand Prix. Tout au long de sa carrière, George Lucas n'a cessé de citer l'approche documentaire comme une inspiration majeure de sa réalisation. Et ça a du sens. Si vous prenez en particulier Un Nouvel Espoir, on y perçoit une caméra plutôt externe, qui observe et s'adapte aux actions des personnages plutôt que d'embrasser leur subjectivité. Avec la course de pod, il y a à la fois une évolution et une continuation logique de cette scénographie que je trouve franchement virtuose. D'un côté, vous avez les plans fixes et les mouvements panoramiques qui rappellent ce qu'on peut voir dans les retransmissions sportives de F1. Le montage s'amuse d'ailleurs à doubler certains angles pour marquer l'écart entre les compétiteurs. Mais d'un autre côté, la caméra de George Lucas se libère des contraintes du réel et se permet par l'emploi des technologies numériques de suivre les pods lancés à pleine vitesse. Faut vraiment comprendre qu'à l'époque, le plus dur pour l'image de synthèse, c'était d'arriver à sortir du côté très lisse et trop parfait de l'image et des modèles 3D, arriver à reproduire les imperfections du réel. Et c'est en partie pour ça que la course de pod a été un gros défi pour ILM, la fameuse société d'effets spéciaux fondée par George Lucas. J'en parlais déjà sur ma vidéo dédiée à Pirates des Caraïbes 3, à laquelle je vous renvoie bien évidemment, mais la prélogie doit beaucoup au travail du superviseur John Knoll, celui qui plus tard permettra à David Jones d'être aussi réussi. Alors pour être honnête, aujourd'hui, on voit bien que la menace fantôme essaie de cacher comme il peut ses nombreux calques et ses multiples couches d'images par des effets de flou et d'incrustation plus ou moins bien intégrés. Mais pour l'époque, c'était non seulement la révolution, mais ça a pavé la voie pour tous les blockbusters hollywoodiens qui ont suivi. Personne n'avait encore fait de simulation d'armée en CGI ou de course hyper rapide dans un environnement virtuel. Ce qui explique peut-être pourquoi John Knoll semble se retenir de faire une crise de panique pendant tout le making-of de la menace fantôme. We don't have a real good way of doing that right now. Et justement, ILM va apprendre et va tâtonner, en particulier sur la course de pod, qui va réussir à convaincre grâce à ces imperfections du réel. Vous avez les tremblements de l'objectif et le motion blur qui aide à accepter ce suivi impossible des corps en mouvement. Mais surtout, vous avez l'un de mes plans préférés du film, où la caméra lointaine capte un effet de mirage typique du western. C'est pas seulement un imaginaire de cinéma que ça réveille, mais la physique de ce monde. Et à l'époque, personne n'avait tenté un plan pareil. Et grâce à ça, petit à petit, on entre dans la tête des personnages jusqu'à ce que le décor ne devienne plus que cette espèce de masse désertique abstraite. Il ne reste que les véhicules, l'instant présent de la course et la subjectivité des pilotes. C'est pour ça que tout le monde aujourd'hui se souvient des plans embarqués sur le cockpit d'Anakin. Ça, c'est un appel à vraiment entrer dans le monde de Star Wars, à se laisser embarquer dans sa frénésie.
Et je ne pense pas que ce soit un hasard si la première bande-annonce absolument mythique de La Menace Fantôme a utilisé l'un de ses plans pour introduire le thème musical de John Williams. D'ailleurs, parlons-en de la musique, parce que c'est aussi l'une des caractéristiques de la course de pod. Si l'orchestre flamboyant de John Williams est un outil majeur du storytelling de George Lucas, sa partition n'intervient que durant le 3e et dernier tour de la course, au moment où Anakin s'apprête à perdre un morceau de son module que Sebulba lui a saboté avant le départ. À ce moment-là, le suspense nous ramène vers du cinéma plus classique, après nous avoir maintenus en haleine par le seul son des moteurs. Et bon, est-ce que j'ai besoin de préciser pourquoi ce sound design est absolument incroyable? Il y a la question de la spatialisation de ce son et de la tangibilité de cette machinerie. Mais en soi, c'est aussi une forme de musicalité. En fait, c'est un peu un morceau d'électro, avec sa rythmique assourdissante, ses silences et ses drops juste avant le refrain. Un autre art du remix, d'une certaine façon. Pour autant, cet art du remix et du mélange dépasse le résultat final. Ce qui fait de la course de pod une réussite artistique aussi importante pour George Lucas, c'est sa manière de synthétiser tout le credo de son réalisateur. On a tendance à l'oublier, mais avant le rachat de Lucasfilm par Disney, la société était techniquement indépendante. Elle possédait l'une des plus grosses franchises du monde, mais elle était indépendante quand même. La 20th Century Fox a distribué Star Wars, mais sans posséder Lucasfilm. Et les contrats entre George Lucas et la Fox à l'époque du premier Star Wars avaient mis le cinéaste dans une position de contrôle inespérée, parce que personne ne croyait alors dans le potentiel du film. L'histoire est désormais connue, puisque Lucas avait entre autres demandé à conserver toutes les recettes sur les produits dérivés, qui bien souvent ne rapportaient pas grand chose dans les années 70, surtout pour ce type de film. Autant vous dire qu'il y a des gens à la Fox qui ont dû se faire virer dans l'opération. 40 million units sold in 1978. It's enough to make your head spin, right R2-D2? Enfin, tout ça pour dire qu'après le raz-de-marée monétaire qu'est devenu Star Wars, Lucas a pu rester le seul maître à bord de la prélogie, ce qui est hyper rare pour une telle saga. C'est de là que provient d'ailleurs l'éternel débat autour de Star Wars. Est-ce que ça appartient vraiment à George Lucas? Sous prétexte que c'est son bébé, est-ce que ça l'autorise à faire tout et n'importe quoi, quitte à se mettre les fans à dos ou à modifier les premiers films avec des éditions spéciales qui nous empêchent désormais de voir la trilogie originale telle qu'elle l'était à l'origine? On pourrait reprocher cet élan un peu mégalomaniaque, surtout quand on sait que la trilogie originale doit une grande partie de son succès aux proches collaborateurs de Lucas, comme sa femme de l'époque et sa monteuse Marcia Lucas, qui a vraiment sauvé un nouvel espoir en post-production parce que le tournage avait été très compliqué. Et je pense aussi au producteur Gary Kurtz, qui a fait un gros travail d'accompagnement du film dès son écriture et qui s'est fait jeter au moment du retour du Jedi. Et je suis comme tout le monde, le fait que les éditions spéciales soient les seules disponibles aujourd'hui, c'est inacceptable. Mais en même temps, à l'heure où il est de plus en plus difficile de voir des auteurs s'approprier des objets de pop culture sans passer pour des blasphémateurs, n'est-ce pas Rian Johnson? J'admire le fait que Lucas ait tenu à emmener Star Wars dans une direction qui était la sienne. On peut pas lui reprocher sa soif d'expérimentation sans borne, alors que Star Wars aurait pu se contenter de recycler son fanservice. Grâce à l'héritage de la trilogie originale, Lucas a pu faire de la prélogie une révolution technologique, le chef de file d'une transformation profonde de l'industrie vers le numérique, malgré les réticences de certains. Cette nouvelle trilogie est même née de ses frustrations, alors qu'il voulait dès le départ faire de Star Wars cette immense fresque remplie à ras-bord d'aliens, de vaisseaux, d'armées et d'imbroglios politiques. Sauf que dans Un Nouvel Espoir, il n'y avait ni le budget, ni les outils, ce qui a obligé le film à être cet incroyable trou de serrure par lequel on explore l'univers et sa richesse, en fantasmant ce qui reste hors champ. Grâce aux apports des technologies numériques qu'ILM était en train de perfectionner, La Menace Fantôme a commencé à montrer que ce world building expansif n'avait plus de limites. Alors l'ensemble souffre régulièrement de ce trop-plein, mais on peut pas vraiment lui retirer son pouvoir d'attraction et d'immersion dans le moindre interstice de son monde. Et au final, ça ramène Lucas à ses débuts dans le cinéma, qu'elle est vachement plus du côté de l'expérimental. Ce qui l'intéressait, de ses propres mots, c'était le cinéma muet, et le fait de traduire la notion de poème tonal, parfois même au détriment du scénario. Je veux dire, est-ce que vous vous souvenez des 25 premières minutes de La Menace Fantôme? Parce que j'ai beau connaître le film par cœur, ce n'est qu'en revoyant le film récemment que j'ai compris pourquoi je suis tout de suite tombé amoureux de l'univers étant gamin. Les Jedi débarquent et se font trahir par les séparatistes, ils rencontrent Jar Jar pendant le blocus, Jar Jar les emmène voir les Gungans sous l'eau, ils sont pourchassés par les grosses bébêtes, ils vont sauver Padmé, ils s'échappent en vaisseau avant d'atterrir en urgence sur Tatooine.
tout ça en 25 minutes. C'est cette frénésie dont je parlais plus tôt, qui s'accorde d'ailleurs aux inspirations premières de George Lucas. Les récits pulp de science-fiction, avec ces petites histoires pleines de rebondissements et de péripéties pour garder le lecteur attentif. C'est par cette frénésie qu'il nous laisse vraiment voir la richesse de la galaxie. The biggest issue is volume. It was just the amount of stuff. Yes. And of course that's the part that creates the world. Et la course de pod reste le meilleur exemple de cette démarche. Au-delà de ces gradins remplis d'extraterrestres en tout genre, chaque plan fixe laisse apparaître un nouveau personnage, une nouvelle espèce, une nouvelle idée, comme autant de touches impressionnistes au cœur de la colonne vertébrale que représente la course. Il y a bien sûr tous les compétiteurs, mais je pourrais m'attarder sur le commentateur bicéphale, sur Jabba et ses drôles de bestioles à grignoter, ou sur O-Racing, une chasseuse de primes qui aura droit à son propre développement dans l'univers étendu. Ça, c'est ce qu'on appelle la mythopoïa, ou mythopoétique, c'est-à-dire la création consciente par un auteur d'une mythologie personnelle au sein d'une œuvre. Sans surprise, c'est Tolkien qui a donné au mot son sens actuel dans un poème intitulé Mythopoeia et qui repose selon lui sur deux éléments majeurs. Le côté démiurgique du créateur, ça je pense que Lucas l'a, et l'expansion toujours plus complexe, détaillée et rapide de l'univers. Pour donner vie à cette note d'intention, George Lucas n'a pas juste cédé aux sirènes des VFX et des CGI, contrairement à la caricature régulière qui est faite de la prélogie. Au contraire, le miracle de la séquence tient au fait que chaque plan a eu ses propres enjeux et a nécessité de la part des techniciens et magiciens d'ILM de mixer toutes les techniques à leur disposition. Bien sûr, les images de synthèse ont une place non négligeable, à commencer dans la création des pods et du décor qu'ils traversent. Si des prises de vue en hélicoptère étaient initialement prévues, la vitesse nécessaire pour simuler les pods était clairement insuffisante. Le défi des VFX était d'autant plus grand qu'il fallait pouvoir créer des décors numériques gigantesques, traversés parfois en une poignée de secondes. Pour réaliser cet exploit, beaucoup de photographies ont été utilisées pour servir de texture au modèle 3D, notamment pour les arches et autres formations de pierre qu'on voit dans la séquence. Dans certains cas, on peut même parler de photogrammétrie. C'est quand vous utilisez plein de photos d'un objet sous plein d'angles pour que l'ordinateur puisse en tirer des calculs et obtenir un modèle 3D. Le maître mot était de toute façon la référence. Ce qui reste encore aujourd'hui fondamental pour de bons effets visuels, et ce qui manque à la plupart des films qui ressemblent à du caca de pixels. Dans la scène où Qui-Gon négocie avec Watto la liberté d'Anakin, certains pods sont visibles dans le studio en taille réelle. Les véhicules deviennent tangibles pour les spectateurs dans une scène qui précède la course, ce qui est déjà important pour notre petit cerveau, mais ça a aussi aidé par la suite les animateurs en tant que modèle pour leur version en CGI de ces mêmes pods. D'autres versions des modules ont été créées en maquette pour certains plans afin d'être incrustés dans le décor numérique, au même titre que les gradins de la ligne de départ. Si les plans serrés montrent des figurants, il est toujours savoureux de préciser que la maquette a été remplie de coton-tige coloré pour habiller les plans très larges. Ce niveau de détail et d'inventivité est assez révélateur de la prouesse de la menace fantôme. Il s'agit du dernier Star Wars de George Lucas tourné en pellicule 35 mm. Pour le réalisateur, c'est la marque d'une véritable transition logistique qui s'affirmera avec l'emploi de caméras numériques sur l'attaque des clones et les débuts de la projection numérique que James Cameron imposera définitivement en 2009 avec Avatar. L'épisode 1, c'est un film transitif, voire un crash test. Mais sa gourmandise lui a permis de changer la manière dont on fait du cinéma aujourd'hui. C'est une sorte d'héritage géant de tout le savoir-faire d'ILM et de Lucasfilm, mais c'est aussi un coffre à jouer constamment ouvert vers l'avenir. Un coffre à jouer que la course de pod symbolise peut-être mieux qu'aucune autre séquence. Merci de m'avoir suivi dans ce décortiquage d'une scène qui me passionne tant. C'est un format un peu nouveau qu'on tente en vidéo, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez et dites surtout ce que vous aimez ou pas dans la prélogie Star Wars. J'en profite pour vous rappeler que les médias indépendants comme Écran Large, c'est comme les midi-chloriens, plus on en a, mieux c'est. Si vous aimez ce qu'on propose, que ce soit en vidéo, en podcast ou sur notre site, vous pouvez nous soutenir au travers de l'abonnement qu'on propose sur le site d'Écran Large. Ça coûte beaucoup moins cher que de réparer un vaisseau sur Tatooine et en plus ça vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine et de toute façon vous êtes déjà en train de sortir votre carte bleue. Non mais tu te prends pour un Jedi ou quoi? Faire des passes avec les mains comme ça? Ton truc mental ça marche pas avec moi. Et pour voir une autre vidéo un peu spéciale où je parle d'effets visuels et où je pars beaucoup trop loin, vous pouvez voir ma vidéo sur le problème de Mufasa, le roi lion. À la prochaine sur Écran Large. Ciao.